Bientôt, la réhabilitation et l'aménagement des voies dans les principales villes du Bénin. Le ministre du Cadre de vie porte la nouvelle aux populations. Il vient couper court aux inquiétudes. Le test de recrutement à la CNSS n'est entaché d'aucune irrégularité. L'administrateur général du cabinet recruteur clarifie, vous l'entendrez dans ce journal. Le Bénin à l'abri de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa, mais des mesures préventives s'imposent. Le ministre de la Santé s'adresse aux populations à cet effet. Merci de votre fidélité. Le projet de réhabilitation et d'aménagement de la voirie dans nos principales villes va démarrer le 4e trimestre de l'année 2017. L'annonce a été faite par le ministre du Cadre de vie ce vendredi. Une réponse aux inquiétudes des populations après l'opération de déguerpissement. 622 km de voies urbaines seront aménagées pour un montant total de 400 milliards de CFA. Écoutons ici un extrait de la conférence de presse du ministre pour plus de précisions. L'opération de libération du domaine public sera bel et bien accompagnée d'une opération d'aménagement. Les populations sont impatientes, c'est vrai, mais nos populations sont les premières à décrier les actions d'aménagement, de construction d'infrastructures qui sont bâclées, qui sont mal faites. Dans la vie d'un projet, la structuration financière et la conduite des études techniques, ça demande du temps. L'ensemble des études va durer 9 mois. L'objectif que nous avons, c'est de démarrer les premiers travaux, dans le 4e trimestre de 2017, de façon à ce que 2018 et 2019 soient des années croisières pour nous dans l'ensemble de ces villes. Le linéaire total des voies urbaines à aménager et réhabiliter est d'environ 620 km, répartis entre Cotonou et les autres villes. Comme je l'ai dit, nous avons environ 225 km à Cotonou, 85 km à Porto Novo, 70 km à Parakou et entre 30 et 50 km dans les villes moyennes. Et ce projet traduit vraiment avec le projet des 20 000 logements l'intervention phare du chef de l'État de façon personnelle au niveau du programme d'action du gouvernement. Il insiste, il suit ces deux projets de façon personnelle et je peux vous garantir que ces projets seront réalisés et bouclés dans le délai de ce mandat. L'État est conscient que nos villes ont besoin d'être aménagées pour que les conditions de santé, les conditions de vie s'améliorent, mais surtout pour que les conditions de développement économique soient amenées au niveau optimal. Nous allons emblaver l'ensemble des villes à partir de l'année prochaine et nous terminerons les 600 km de voirie urbaine en 2020. Parlons santé, les communes de Tchaourou et de Matiri sont aujourd'hui à l'abri de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la déclaration faite ce vendredi par le ministre de la Santé, Alassane Seydou, qui en a profité pour énumérer les symptômes et exhorter les populations à plus de vigilance. On l'écoute. À ce jour, vendredi 14 avril 2017, au total 2 cas confirmés sont enregistrés qui sont malheureusement tous décédés. Le gouvernement, par ma voix, saisit cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en situation d'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa, toutes les personnes ayant eu des contacts avec les cas confirmés doivent être enregistrées et suivies à la recherche de signes suspects de la maladie pendant 21 jours. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis sur le plan clinique pendant 21 jours est de 90. Aucune d'elles n'a développé des symptômes pouvant faire penser à un cas suspect de fièvre hémorragique virale. Devant ce tableau,
je déclare ce jour, vendredi 14 avril 2017, la fin de l'épisode actuel de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa dans les communes de Tchaourou et de Matéri. J'invite toute la population béninoise à respecter les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, à éviter la consommation de viande d'animaux sauvages, à éviter d'exposer les repas et les aliments aux rats, à éviter la manipulation des cadavres de personnes décédées qui sont suspectes de fièvre hémorragique. Devant des symptômes comme la fièvre, les maux de tête, les maux de gorge et des saignements, il faut se rendre immédiatement dans une formation sanitaire pour une prise en charge adéquate, rapide et gratuite. Protection des enfants concernés pour la mobilité le long du corridor Abidjan-Lagos, c'est l'intérêt de la mise en œuvre du projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos Coral, un projet couvrant la période 2017-2020 pour un coût de plus de 1,450 milliard de francs CFA, entièrement financé par l'Union européenne. Projet objet d'une cérémonie de lancement ce matin à Fidjirosé. Clotaire Avekoum, Bruno Rotegua. Protection des enfants concernés par la mobilité le long du corridor Abidjan-Lagos via Accra, Lomé et Cotonou. C'est l'objectif du projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, Coral en acronyme. La question de la réduction de la vulnérabilité des enfants migrants et l'amélioration de leur accès à des opportunités de développement reste la raison de la mise en œuvre du Coral pour une période triennale 2017-2020 avec un coût de plus d'1,450 milliard de francs entièrement financé par l'Union européenne. Ce projet de protection des enfants sur le corridor Abidjan-Lagos permettra d'informer largement les enfants et leurs parents sur les risques et dangers liés à l'éloignement, mais aussi sur les précautions à prendre en cas de départ. Il donnera l'occasion de renforcer les connaissances des gardes aux frontières et des services d'aide aux enfants. Il accorde également une place centrale aux jeunes migrants dans la réalisation du projet, ainsi qu'à leurs familles et communautés d'origine. C'est une synergie d'action, du macro au micro, de l'informel et du formel pour créer un système international renforcé de la protection des enfants qui saura développer des solutions d'opportunités de projets de vie. Nous devons continuer ces actions pour réduire les phénomènes de violence et les facteurs de risque et contribuer au renforcement non seulement des politiques, mais aussi des pratiques de protection de l'enfance au sein du système national. 22 localités ciblées dans les 5 pays retenus sont particulièrement concernées par ce projet qui vient consolider les acquis du précédent projet régional, période 2013-2016, toujours financé par l'Union européenne. Fin de formation pour la 3e promotion professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. 30 parchemins ont été remis hier au détour d'une réjouissance qui a réuni autour autorités, récipiendaires, formateurs et parents et amis du centre. Jean-Claude Diem, Salessi Seglement. Ces parchemins représentent le couronnement de 18 mois de sacrifice, période pendant laquelle ces personnes handicapées ont reçu des notions dans 5 unités de formation. L'agro-animal, le tissage de palme traditionnel, le macramé, qui regroupe tout ce qui est transformation agroalimentaire, les cosmétiques. Nous avons la cordonnerie et enfin l'informatique. Monsieur le secrétaire général du ministère, les résultats obtenus de l'examen de fin de formation témoignent de la qualité de l'encadrement qu'ont reçu ces apprenants sous votre impulsion personnelle. Les récipiendaires ont témoigné leur gratitude à toutes les bonnes volontés qui ont contribué à leur formation, mais ils espèrent davantage. Que vos efforts, vos divers soutiens ne s'arrêtent pas sur ceux durant notre formation, après que vous ayez fait de nous maintenant des pêcheurs. Il nous faut alors des matériels de pêche pour que nous ne retournions pas à la case départ. Ce que nous voudrions de vous, c'est de pouvoir vous mettre à nouveau au travail. Donc tout ce qui sera de la responsabilité du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales pour pouvoir continuer à accompagner ces personnes atteintes de handicap, toutes ces responsabilités seront satisfaites, je peux vous le garantir. L'occasion a été propice pour la réception provisoire des locaux du centre qui étaient en réfection.
C'est un sujet qui fait polémique en ce moment, le test de recrutement de 94 agents au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors depuis la publication de la liste des personnes sélectionnées pour suivre l'étape d'entretien, les soupçons de fraude enflent dans l'opinion et sur les réseaux sociaux. Mais il n'en est véritablement rien, ce ne sont que des rumeurs, nous a confié ce matin l'administrateur général du cabinet recruteur Agific. Et ça, le recrutement n'est pas à son terme. Le processus est toujours en cours. On l'écoute dans cet entretien. Dans cet élément, il est interrogé par William Aguiar et Patrick Bénon. C'est une opération qui est en cours et qui fait beaucoup parler les gens. Bon, il s'agit notamment du processus de recrutement d'agents au profit de la CNSS, processus qui est en cours depuis bientôt 3 mois. Alors, il y a un contrat qui nous lie à la CNSS et dans le contrat, nous avons un certain nombre de diligences à mettre en œuvre. Alors, quand nous avons lancé donc l'opération, il y a eu des remous parce que l'opération était conçue pour sélectionner les 94 personnes que la CNSS nous demande de recruter, sélectionner les 94 personnes dans un vivier de gens qui avaient déjà effectué des stages, qui avaient été utilisés dans des cadres de contrats à durée déterminée avec la CNSS. Alors, pourquoi cette façon de procéder? Parce que la CNSS a dépensé de l'argent pour la formation de ces personnes qui avaient travaillé avec elle. Dans nos négociations, il nous avait été annoncé un vivier d'environ 694 personnes. Alors, ce qui a fait que, quand nous avons lancé l'opération, on avait mis comme critère avoir eu une relation de travail antérieure avec la CNSS. Avec tout le tollé qu'il y avait eu, les autorités de la CNSS se sont ressaisies, donc ils nous ont saisis pour nous demander de revoir ce critère. Donc ensemble, nous avons convenu qu'il faut sauter ce critère. Ce qui a fait que, et la première période qui avait été déterminée pour la réception des dossiers, arrivé au terme de cette période, nous avons relancé encore l'opération et cette fois-ci en enlevant ce critère. Donc tout le monde pouvait participer. C'est ce qui justifie que l'opération ait duré jusqu'à présent. Actuellement, nous avons un effectif qui nous permet, parce que dans notre contrat, à la fin du processus, nous, on doit mettre par poste 3 personnes à la disposition de la CNSS. Actuellement, nous avons convoqué environ 6 personnes par poste. C'est donc cette liste qui a été publiée lundi dernier et une fois de plus, il y a beaucoup d'intoxication. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas vérifiées. Je voudrais juste relever un élément parce que sur les réseaux sociaux, il semblerait que nous avons actuellement sur la liste des personnes qui n'avaient pas été présélectionnées, des personnes qui n'avaient pas fait partie de la première liste. Ça, si vous regardez bien celui qui a écrit ça, bon, puisqu'il a eu l'amabilité de signer, donc on sait désormais qui c'est, mais c'est un statisticien. Et donc, c'est une personne qui avait les ressources intellectuelles nécessaires pour ne pas écrire ce qu'il a écrit. Il s'agit de quoi? Les gens ont déposé des dossiers dans toutes les agences de la CNSS. Donc, la première liste qu'on avait publiée, c'est des listes par agence. Si vous regardez bien ce qu'il a publié, la liste avec laquelle il est en train de faire une comparaison, il prend la liste de Cotonou pour faire une comparaison, pour dire donc qu'il y a des gens. Les gens avaient composé sous anonymat. La délibération a été faite sous anonymat et c'est après qu'on est allé chercher les noms. Alors, nous avons travaillé jusque-là dans la transparence. Nous allons continuer à faire le travail dans la transparence. Donc, je voudrais rassurer les personnes qui ont leur nom sur la liste que les entretiens se dérouleront demain au CEG Sainte-Rita. Les candidats sont convoqués pour 8 heures. Et suite à cela, nous aurons encore à délibérer pour mettre à la disposition de la CNSS les 3 personnes par poste. L'université polytechnique Obiang Nguema Mbazogo brise donc les barrières entre ses étudiants installés sur les différents sites du territoire national. C'est à travers une nouvelle technologie de visioconférence qui met en contact étudiants et enseignants
Plus de précisions avec William Tchoki. Ils ont tous les yeux rivés vers cet écran géant, ces étudiants de l'Université Polytechnique Internationale. Désormais, ils peuvent suivre les cours par visioconférence, une nouvelle technologie qui les met en contact direct et de façon simultanée avec leurs autres camarades situés à des centaines de kilomètres sur les différents sites de l'université. Toutes ces innovations technologiques vont permettre d'une part d'harmoniser les cours de part et d'autre en interne et également de briser la barrière géographique entre les différents sites de l'université, permettant ainsi le brassage et d'assurer le suivi de la formation de qualité. Une harmonisation des cours qui met les étudiants au même niveau d'information et de connaissance, une innovation rendue possible grâce à une volonté manifeste de son président. C'est vrai qu'en un premier temps, ça a paru intimidant parce que chaque fois qu'on est en salle, on peut directement poser des questions au professeur et tout. Mais ici, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais comme c'est une nouvelle technologie, il faudrait faire des efforts pour pouvoir s'y habituer. C'est trop bien. On a entendu les profs qui ont bien diffusé les cours, nos camarades aussi qui ont posé des questions. Nous aussi, nous avons posé et puis on a bien fait l'échange entre nous. L'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazogo a pu aussi réaliser l'un de ses projets phares, un étudiant, un ordinateur et sa connexion Internet haut débit. Leur permettant de pouvoir efficacement faire des recherches sur Internet et aussi bénéficier alors de notre bibliothèque numérique de plus de 100 000 ouvrages en ligne. À l'UPI-ONM, on ne lésine pas sur les moyens pour mettre les apprenants dans les meilleurs conforts d'études. La mairie de Ouïdar, préoccupée par l'autonomisation des femmes, des moulins à grains distribués, des formations données, Séverin Duvy et les femmes de sa commune étaient ensemble ce vendredi pour plusieurs raisons. Suivez le reportage de Ghislain Poguet et d'Alessis Sebouem. 20 moulins à grains pour soutenir les associations et groupements de femmes de la commune de Ouïda. Elles sont venues de Avlekete, Savi, Paou, Gapé, Djebadji, des 4 arrondissements centraux de Ouïda et environ. 15 associations de groupements de femmes au total. Le maire de la commune, en remettant officiellement la vingtaine de moulins, a rappelé aux bénéficiaires que ces outils de production doivent être bien entretenus et utilisés pour servir l'intérêt général. Et je voudrais que vous fassiez un bon usage. Vous veillerez à ce que ça serve à toute la communauté. Nous nous plaignons tous dans ce pays de ce qu'il n'y a aucune mesure sociale. Mais voilà des mesures sociales pour accompagner aussi le gouvernement. Nous devons tout faire pour que le gouvernement de président Patrice Talon réussisse. Pour faire d'une pierre deux coups, Séverin Adjovi a remis des attestations à des femmes qui ont suivi des formations en préparation des produits comme savon, jus de fruits, confiture, vinaigre et autres fromages de soja. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour solliciter une subvention pour lancer leurs activités. Nous sommes maintenant de potentiels entrepreneurs et nous voulons demander l'accompagnement des parents et amis et aussi demander au président maire, notre parrain, pour nous aider à avoir les moyens financiers, notamment des subventions pour nous permettre de rentrer de plein pied dans la réalisation de tout ce que nous avons appris. Le maire reçoit cette doléance et promet de travailler à sa satisfaction. La foi iranienne s'est ouverte au Hall des Arts de Cotonou ce vendredi. Une exposition de produits exclusifs et variés au choix des Béninois. Koudous Ablaye et Calvado Aronou nous en parlent dans ce reportage. Il force l'admiration sur l'aire de jeu du Hall des Arts de Cotonou. Toute une palette de meubles exposés à cette foire iranienne qui attire les Cotonois. Surtout leur fauteuil royal, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Je suis venu faire un choix. Pas facile de choisir pour d'autres dans ce décor où les produits rivalisent de charme, rehaussés par ces créations au choix de la clientèle. Ouais, par exemple, ce que j'ai en main, c'est pour ceux qui aimeraient faire plaisir à des mariés ou bien, c'est pas voilà. Et quand vous les offrez, ça ça a l'air petit, mais la valeur est grande. Des produits de valeur
comme dans ce compartiment où sont exposés des ustensiles de cuisine. Je crois que c'est les meilleurs au monde. Les Iraniens, ils font du bon. Et à chaque fois, même si on jette, regardez, ça résiste toujours. Donc, je suis dedans depuis 17 ans. Chaque fois, je viens juste pour acheter. Je suis venue à cette fois avec cette glacière. On ne peut la retrouver nulle part. Produit exclusif à l'image de ces bijoux. Ce bouclier doré, de venir comme ça, c'est très joli. C'est pas cher aussi. Oui, je suis à votre disposition. La foire iranienne vous accueille au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou jusqu'au 28 avril prochain. C'est un public reportage signé Koudous Ablaye. Dimanche prochain, les chrétiens célèbrent la Pâque, une commémoration qui rappelle la résurrection du Christ. Alors, comment les chrétiens préparent-ils cette célébration? Mylène Fanou et Dean Boraima nous donnent plus de précisions à travers ce reportage. Prière du soir dans cette église du christianisme céleste. Des fidèles se préparent pour rompre le jeûne du 4e jour de la semaine sainte. Une semaine qui annonce la Pâque pour les fidèles de cette paroisse. Il ne s'agit pas que d'éviter d'avoir des relations intimes. Que tu sois un voleur, un coléreux, il faut se débarrasser de tous ces vices. Il faudra naître de nouveau pour prétendre être de Dieu, savoir pardonner comme le recommande l'un des piliers fondamentaux du christianisme céleste. Le vendredi, au moment de la crucifixion, nous serons aussi en train de prier. Et le samedi, nous irons au cimetière pour vivre sa résurrection à 6 heures. La Pâque est commémorée par toutes les religions qui ont pour fondement la Sainte Bible. Les catholiques et protestants ne sont pas du reste. Nous l'avons assimilé à Jésus-Christ qui est venu comme l'agneau sans tache et qui s'est sacrifié pour l'humanité, pour nous délivrer de nos péchés. Toute la semaine, nous organisons souvent des cultes chaque soir. Nous observons également le jeudi saint, où Christ a institué l'Eucharistie. Nous observons le vendredi saint, le jour où Christ a été crucifié sur la croix. Et le dimanche, tôt le matin, nous allons pour la résurrection, nous faisons une procession de louanges. Déjà, le dimanche des Rameaux, nous avons commencé la célébration de la Passion de Jésus pour montrer que voilà, Jésus qui est accueilli doit être accueilli jusqu'au bout. Parce que la même foule qui l'a acclamé Hosanna au plus haut des cieux, c'est cette même foule qui, manipulée, va dire crucifiez-le, crucifiez-le, et va même demander qu'on libère un brigand, Barabbas, au lieu de Jésus qu'on doit libérer. Et il accepte, lui l'innocent, souffrir pour nous les pécheurs. Il sera crucifié et sur la croix, il va donner un message universel de pardon et de paix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fête juive et chrétienne, la Pâque est l'un des moments forts de la vie du chrétien. Les chrétiens béninois s'apprêtent à vivre l'événement à l'instar de la communauté chrétienne du monde le dimanche 15 avril prochain. Le Bénin a été honoré sur le plan international à travers l'ONG Alinayon. Le FEDES Award a été donné aux décernés aux responsables de l'ONG pour leur engagement en matière de sécurité routière. C'était le 6 avril dernier à Kuala Lumpur, en Malaisie. Écoutons ici M. Casimir Migan, coordonnateur général de l'ONG Alinayon. Il est interrogé ce matin par Evrad Anani et Patrick Benon. Ce prix est un prix qui récompense l'effort fourni par les organisations de la société civile. C'est basé sur la passion et l'engagement de ces organisations. Et on notera au niveau des critères pour le choix de ce prix, l'engagement remarquable assez sûr des résultats. Et en plus,
la détermination, la volonté d'apprendre, de partager des expériences et d'aller au secours des autres organisations, non seulement dans le pays, mais dans la sous-région et au plan international. Ce que l'ONG Alinagnon a eu à faire, à travailler dans toute la sous-région et l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Sénégal, à travailler et à contribuer, à aider d'autres ONG, à les former et à les amener à s'engager pour la réduction des accidents et des décès sur nos routes. Donc voilà ce qui a motivé certainement les membres du jury qui sont beaucoup plus anglophones, parce que ce prix également, parmi les trois, il n'y a que le Bénin, le seul pays francophone, et le pays en voie de développement qui se trouve parmi les trois. Donc c'est tout un honneur pour notre pays et c'est l'étendard du Bénin qui est ici. Et là, nous recevons maintenant notre chroniqueur judiciaire, Jérôme Houbo. Bonjour. Bonjour, Prévert. Alors, la Cour d'assises a examiné ce vendredi la 18e affaire inscrite au rôle de cette session. C'est un cas de viol et l'accusé retourne pour environ 2 années encore derrière les barreaux. Quels sont les faits, Jérôme? Tout à fait. Nous sommes le 20 décembre 2011 aux environs de 7 heures. Une dame dépose sa fille de 15 ans au bord de la voie pavée Sugé le Nokoué à Coindonou. Nous sommes à Cotonou. De la descente de la fille du véhicule de sa mère, Kofi Constantin Lekossa lui propose de l'aider à traverser la voie. Chemin faisant, il réussit à gagner la confiance de la jeune fille, qui l'amène dans une maison inachevée où il a des relations sexuelles avec elle. Inculpé pour viol sur mineur, Constantin Kofi Lekossa n'a pas reconnu les faits ni à l'enquête préliminaire, ni devant le magistrat instructeur. Pourtant, l'analyse médicale signale entre autres, je cite, une fine plaie au niveau de l'origine vaginale qui indique la disparition de l'hymen. Fin de citation, ce qui veut dire que la petite a été déviergée. Le ministère public a requis contre le prévenu 15 ans de travaux forcés. Mais l'avocat de la défense dit relever un doute au niveau de l'analyse médicale et il s'en remet à la sagesse de la Cour. Mais finalement, c'est d'une condamnation de 7 ans de travaux forcés qu'écope Kofi Constantin Lekossa avec une amende d'1,5 million de francs CFA pour dommages et préjudices causés. La Cour a été présidée par Malik Kossou. Au réquisitoire, nous avons eu Jacob Fadeyon, tandis que Maître Alfred Bokovo a assuré la défense de l'accusé. Maître Charles Badou a représenté la partie civile. Merci Jérôme Houbo. On vous retrouve le mardi prochain pour d'autres affaires au niveau donc, de la Cour. Tout à fait. Merci et à très bientôt. Conférence de presse du directeur général de la SOBEBRA, sujet principal de cette rencontre avec les médias, l'annonce du premier prix du concours international Monde Sélection remporté par la bière, la béninoise. Mylène Fanon, Bruno Roteco ont suivi pour nous cette conférence de presse. La médaille d'or, c'est la distinction que la bière, la béninoise, a reçue au concours international Monde Sélection 2017. Une certification qui fait de cette bière l'une des meilleures au monde. C'est un panel d'experts qui ont pendant plusieurs semaines testé notre produit, qui l'ont décortiqué, qui l'ont apprécié. Et à l'issue de l'ensemble de ces dégustations et de ces tests, ils lui ont donné une note. Et cette note a permis à la béninoise d'être certifiée et de recevoir une médaille d'or. Existant depuis 1961, Monde Sélection est un concours international de produits agroalimentaires qui permet de garantir et de certifier la qualité. C'est un concours qui permet de vérifier quelles sont les qualités et les défauts des produits qui sont testés. C'est aussi une médaille qui est liée à son public, à ses consommateurs, qui sont l'ensemble des Béninois et des visiteurs qui viennent au Bénin et qui partagent cette bière. La fabrication de cette bière est faite de différentes étapes et suit des normes bien précises. Elle passe, entre autres, à travers des tests mécaniques, biologiques et microbiologiques.
Demain samedi, Dibi Dobor sera en concert au Stade de l'Amitié. Mathieu Kérékou, pour la circonstance, il a invité Lincha et Meidi, avec lesquels il a sorti des clips en duo. Blaise Adankpo et Patrick Benon l'ont interrogé pour nous en début de soirée. Écoutez donc les réactions de Dibi Dobor. C'est ma résurrection. Et ça va se passer le 15, c'est-à-dire le samedi 15, demain, à 17h17, au stade Mathieu Kérékou. Un événement qui n'a jamais eu au Bénin, que moi, en tant que représentant des jeunes, on a envie d'initier. Alors, mon nouvel album, c'est La Tour de Pise, Seuil Mavo 2. Sur cet album, il y a eu beaucoup de duos. Il y a Lincha qui nous a fait l'honneur de faire son déplacement depuis la France. Et il y a Mr. Meidi, qui est arrivé depuis le Nigeria, qui était à Atlanta, qui a fait le déplacement spécialement pour ici. Alors c'est un événement de la diva Angélique Kidjo, et on a le soutien du douanier Sabouran Danielou. Rendez-vous le 15 demain soir à 17h17, ne rate pas mon frère. Ah. Eh bien, ne rate pas donc le concert de Dibi Dobor. Ce journal va se refermer avant de nous séparer. Les programmes prévoient à partir de 21h le jeu Arène des Champions et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Windek. Prenez le rendez-vous du JT Soir, c'est à 23h avec Jérôme Hongbo. L'édition qui s'achève, donc vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.